Bienvenue à toutes et à tous dans ce quatrième épisode du podcast Géopod. Euh, je m'appelle Mehdi et je suis toujours avec Hafsa. Bonjour Hafsa, comment ça va? Bonjour, ça va, je te remercie. Bonjour tout le monde. Très bien. Alors pour rappel, ce podcast va couvrir une fois par semaine l'actualité, hein. On va piocher dans l'actualité de la semaine les éléments qui nous paraissent les plus importants. Et en fait, on va commencer, Hafsa et moi-même, à tour de rôle, par un sujet qu'on va approfondir. Et puis ensuite, on fera un parcours des news de manière plus courte, des autres news dans la fin de l'émission, sachant qu'en tout, une vidéo de ce podcast dure à peu près 1 heure. Très bien. Alors, Hafsa, je crois que tu voulais nous parler d'un sujet. Est-ce que tu peux nous dire lequel et voilà, nous en parler un petit peu plus? Eh bien, écoute, j'ai voulu couvrir aujourd'hui la répression en fait de la liberté d'expression à travers les démocraties, les démocraties occidentales. Donc, en fait, il y a eu un petit élément déclencheur que j'ai trouvé amusant et réellement orwellien. Donc, cette semaine, il y a eu Ursula von der Leyen qui s'adressait à une petite foule en Finlande. Et voilà qu'au cours de son allocution, un jeune homme est intervenu pour lui rappeler cette position qu'il considérait honteuse sur Gaza et sur son soutien inconditionnel à Israël. Et là, sa réponse était de lui dire, estimez-vous heureux d'être ici en Finlande parce que si vous étiez en Russie, on vous aurait immédiatement arrêté et emprisonné. Et au moment même où elle lui disait cela, deux policiers sont venus l'escorter pour l'arrêter et l'emprisonner. Donc, les Occidentaux, les politiques occidentaux sont véritablement engouffrés dans leurs propres contradictions sans même se rendre compte du degré, du ridicule et en fait du danger dans lequel ils plongent véritablement leur société. C'est-à-dire qu'ils sont dans un déni total, enfin déni non, ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font, tout en gaslightant, en fait, en manipulant les masses, en leur faisant croire, mais si vous êtes en démocratie, estimez-vous heureux. Peut-être que l'emprisonnement et se faire tabasser par des flics allemands, c'est peut-être un peu plus sympathique que si vous tabassent en russe, je sais pas. Mais donc, voilà la contradiction. Et ça suit une série d'événements qui ont eu lieu ces 20 derniers mois, donc depuis le début du génocide à Gaza, euh, qui plonge véritablement les États occidentaux dans un autoritarisme véritablement inquiétant. Alors, un autre sujet, un autre cas peut-être un peu plus ironique, mais qui évidemment augure un danger pour la liberté d'expression, c'est cette jeune étudiante qui, hier, son expulsion de la faculté de SOAS en Grande-Bretagne a été confirmée. Donc, pour rappel, SOAS, c'est School of Oriental and African Studies. C'est une faculté qui spécialise dans l'étude de l'histoire et africaine et orientale. Et donc, une grande partie du cursus étudié se focalise sur la décolonisation, les luttes décoloniales, les personnalités, les grandes personnalités qui ont mené au décolonialisme. Et donc, comble de l'ironie, une étudiante donc organise des manifestations et s'implique pour la décolonisation de son pays d'origine, en l'occurrence la Palestine. Et voilà que là, on considère qu'elle a franchi le Rubicon et elle est digne d'expulsion, alors qu'il y a eu des manifestations, des événements où on parlait de l'apartheid, de la colonisation, de l'impérialisme britannique. À ce sujet, d'ailleurs, même moi, j'ai organisé une conférence il y a plusieurs années, ça m'est revenu, sur Winston Churchill. J'avais parlé du côté sombre de celui qui est considéré comme un monument de la politique britannique et qui pourtant a été responsable de famines, de génocides, de massacres, etc. Et j'ai pu, il faut reconnaître, en parler le plus normalement du monde. J'ai animé une conférence, j'en ai parlé, etc. Il n'y a eu aucun problème. Mais apparemment, donc on peut parler en Grande-Bretagne, on peut critiquer la politique britannique, comme on peut critiquer en France la politique, et on peut critiquer Macron, etc. Mais apparemment, critiquer donc un État, un gouvernement étranger, ça, c'est inacceptable. Et je pense que
le plus dangereux, et là c'est véritablement une alerte pour tous ceux qui vivent en Occident, c'est de voir un développement, peut-être le plus inquiétant, c'est le cas de Hossein Dogru. Alors, Hossein Dogru est un journaliste indépendant allemand, qui vit en Allemagne, visiblement d'origine turque au vu de son nom, mais qui est citoyen allemand, bien sûr, et qui a eu le malheur de couvrir les manifestations donc pour la Palestine. Or, ce qui s'est passé, alors encore une fois, c'est ironique et orwellien et très inquiétant. Donc, un journaliste allemand qui travaillait pour un média allemand et qui a tellement bien fait, qui a tellement bien couvert les crimes israéliens au profit des médias allemands qu'il a été ensuite recruté par un journal israélien tenu par un ancien soldat israélien. Et donc, il lui a reproché, il a prétendu que ce journaliste, en fait, travaillait le coup classique, l'Iran, la Russie et la Syrie. Donc, il travaillait pour des médias qui auraient des contacts avec ces gouvernements-là, ce qui est faux, ils ont démenti, mais ça lui a valu d'être... Alors, lui n'a pas été arrêté, il a été effacé, si on peut dire, c'est-à-dire citoyennement parlant, on l'a effacé, on lui a effacé sa citoyenneté. Donc, il est encore vivant, il n'est pas incarcéré, mais on lui a gelé ses avoirs, on lui a retiré ses papiers, et donc il ne peut plus accéder à son argent, il ne peut plus se nourrir, manger, vivre, il ne peut plus payer son loyer, il ne peut plus accéder et payer ses avocats, puisqu'il faut de l'argent pour pouvoir se couvrir, même légalement. Il ne peut plus même accéder à des soins. Bon, bah, peut-être s'il est pris d'urgence à l'hôpital, certainement que ça sera couvert, mais les soins normaux, il ne peut plus y accéder puisqu'il n'a plus de papier. Il ne peut plus donc travailler. Il ne peut plus voyager non plus. Cet homme a été effacé. Sa citoyenneté a été effacée et il est là errant dans un espace comme ça flou, sans existence, avec très peu de moyens de contester cette décision puisqu'elle a été imposée, puisque de toute façon, il n'arrive pas à accéder au financement pour payer ses avocats. Et en plus, parce qu'on utilise très souvent dans des cas pareils, des lois d'urgence qui sont introduites sous prétexte qu'il y a un soutien au terrorisme ou à un État ennemi, etc. En l'occurrence, la Russie en ce qui concerne l'Allemagne. Et donc, voilà aujourd'hui comment on réprime les opinions, c'est-à-dire on efface les citoyens. C'est extrêmement perfide. Il y a eu un cas similaire d'ailleurs en Grande-Bretagne par rapport à un personnage qui a également été au tout début de la crise ukrainienne, enfin russo-ukrainienne, il s'est positionné plus ou moins en faveur de la position donc russe, ou plutôt il a été critique de l'Ukraine et donc on a sorti cette batterie de lois prétextant qu'il était donc l'outil médiatique d'un gouvernement ennemi, alors qu'il n'a pas véritablement euh, pris position, il a juste critiqué l'Ukraine et il a donné il a présenté une position un peu plus nuancée et il a été lui aussi effacé. Et ce qui est fascinant encore dans ces deux cas, c'est que à chaque fois, il ne s'agit pas d'attaque directe envers le gouvernement qui mène cet effacement. C'est-à-dire que quand on critique Israël, c'est pas une critique de l'Allemagne. Et quand on critique la Russie, sachant que officiellement la Grande-Bretagne n'est pas rentrée en guerre avec la Russie, elle a juste pris position. Donc même si on se positionne en faveur de la Russie, c'est pas illégal, sachant que la Russie n'est pas officiellement en guerre avec la Grande-Bretagne. Mais donc voilà, on sort comme ça des batteries de lois pour justifier une répression de manière très, très pernicieuse. Évidemment, les médias sont complices parce qu'ils ne donnent pas la couverture nécessaire à ce genre de dérapage. Et donc, voilà comment ça se passe. C'est un avertissement pour ceux qui sont dans le journalisme, je dirais dissident, évidemment, parce que c'est un rappel qu'il faut marcher de manière très, très, très prudente. Voilà ce qui se passe à ceux qui osent défier la doxa dominante. Et en même temps, c'est aussi un rappel que les médias officiels, les médias mainstream, les médias de grande envergure sont complices avec ces gouvernements. Et peut-être ce qui est plus triste encore, et c'est là où je pense que les gouvernements un peu marchent sur du velours, parce que
quoi qu'on en dise, même si c'est vrai que Gaza, etc., c'est le sujet brûlant, tout le monde en parle, c'est sur toutes les chaînes, on n'y échappe pas, mais ça reste pour la majorité des gens, en particulier en dehors de Palestine, à dire tout simplement, c'est loin, c'est un conflit qui ne nous touche pas personnellement, donc étant donné que ça touche des gens qui s'impliquent dans un conflit qui leur est très étranger, ils ne se sentent pas impactés par ces décisions-là et ils ne pensent pas que justement, on commence d'abord par des lois qui vont toucher des sujets qui n'affectent pas le citoyen moyen pour ensuite mettre en application donc ces lois pour réprimer d'autres choses comme des manifestations contre la retraite reportée ou la réduction dans les retraites ou la fermeture d'hôpitaux, etc. C'est-à-dire que ces lois-là vont être désormais utilisées pour réprimer donc d'autres actions citoyennes, mais on commence donc par des décisions qui n'impactent pas les gens, et puis petit à petit, elles vont s'infiltrer pour impacter les gens au quotidien. Mais donc voilà, j'ai pensé que d'une certaine manière, le cas de Ursula von der Leyen, au moment même de rappeler un monsieur qui pourrait être victime de l'oppression policière russe, était lui-même victime. Au moment où elle parlait, hein, je veux dire, j'invite les gens à chercher l'image sur YouTube, elle existe, elle est ironique et effrayante en même temps. Et voilà. Et donc en Allemagne, qui est un très très grand acteur de l'Union européenne, et Ursula von der Leyen, qui est la présidente bien évidemment de l'Union européenne, et qui est résolument sioniste et qui s'est positionnée inconditionnellement pour Israël, est en train d'utiliser son poids et son influence donc pour faire passer des lois qui sont liberticides. Et donc le cas de Hossein Dobro, encore une fois, que je vous invite à vérifier, est encore plus alarmant encore parce que on liquide plus les gens comme ça, ils disparaissent et on n'en fait plus des martyrs parce qu'à la limite, voilà, on peut justement faire des martyrs et ça peut galvaniser les foules et tuer quelqu'un, ça a un effet assez particulier. Là, on les efface tout simplement. Ils deviennent des fantômes, incapables de vivre leur vie citoyenne. Donc voilà ce que font les grandes démocraties occidentales pour réprimer cette liberté d'expression qu'il y a 10 ans encore, au moment où Charlie Hebdo faisait rassembler toutes les grandes démocraties. Donc au moment où on disait que la liberté d'expression est sacrée, voilà ce qui se produit 10 ans après, dans le but de protéger un État qui est non occidental et qui en plus est en train de commettre un génocide et affamer une population. Oui, oui, ben, c'est très important de signaler ce que tu signales parce que ça montre beaucoup de choses. Par exemple, que les élites occidentales que Madame von der Leyen représente bien, eh ben, ils sont en panique. Ils sont en panique parce que ils voient bien que ils arrivent à la limite du système de manipulation qu'ils ont mis en place, notamment parce que les économies sont détruites hein, en Union européenne et aux États-Unis. Et donc, c'est très difficile de masquer certaines choses. C'est de plus en plus difficile de masquer certaines choses. Donc là, ces élites, elles sont en panique. Et du coup, ça les rend euh, beaucoup Parano. plus réactifs. Parano, ouais, voilà, par rapport à ce qu'ils considéraient il y a quelques années des excès qu'on peut ignorer, mais aujourd'hui, voilà, ils répriment de manière extrêmement brutale. Voilà, donc il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que les gens finissent par croire en leurs mensonges. Hein. Ces élites-là, à force de répéter des mensonges, c'est comme tout le monde, ils finissent par y croire. Donc, il y a aussi cet aspect-là, hein, on le néglige un petit peu, mais il y a de la manipulation et puis il y a aussi de la croyance en leurs propres mensonges qu'ils répètent depuis très longtemps. Ils ont oublié que c'était un mensonge, en fait, parce qu'ils C'est le vrai, ouais. répètent Ils depuis ont très fini très par longtemps. y croire, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est bien. Oui, 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 ils finissent vraiment par y croire. C'est brillant dans la perversité, mais c'est ça, c'est-à-dire ils ont fini par se persuader que même leur oppression, en fait, elle est bénéfique. Oui, 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 bien sûr. Voilà. Et puis oui, donc tu as raison, ça crée une situation très dangereuse
Parce que ces gens-là, Madame von der Leyen par exemple, ou Emmanuel Macron, c'est des gens typiquement qui amènent le fascisme, hein, le retour du fascisme en Europe. Hein. Bon, voilà, l'Europe, elle a inventé le fascisme. Voilà, il est jamais vraiment parti, évidemment, parce il fait partie, en réalité, en fait, c'est un enfant naturel du capitalisme impérialiste, hein, le fascisme. Il finit toujours par arriver. Il est toujours On peut pas mettre sous-jacent, en voilà. place. Oui, voilà, on peut pas toujours faire du capitalisme impérialiste qui consiste en mettre en œuvre de la brutalité en dehors des centres impériaux, hein, c'est-à-dire voilà, en Afrique, en Asie, etc. Hein, les centres impériaux, c'est l'Europe et les États-Unis, en gros. Et voilà, donc c'est pas possible de mettre en place cette brutalité indéfiniment sans qu'elle revienne en réalité. Et quand elle revient, c'est sous la forme d'un fascisme. Hein, j'en parlais avec Eugénie Merriot. Et voilà, donc en fait, ces personnages-là, comme Madame von der Leyen et puis Monsieur Macron, eh ben, ils créent les conditions du retour du fascisme, sachant que le fascisme, encore une fois, il n'est jamais vraiment parti, hein, puisqu'il fait partie intégrante du capitalisme impérialiste et donc de la nature même de l'Occident. Hein. Bon, ça, c'est très important, on y reviendra dans un autre épisode. Et puis oui, donc tu as raison. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'éliminer physiquement les gens ou de les emmener très très loin ou de les emprisonner ou quoi. Il suffit de les tuer socialement, hein, de les tuer socialement en leur supprimant leur citoyenneté, leur accès à leur compte bancaire. Voilà. Et puis comme les sociétés occidentales, c'est des sociétés individualistes, et ben voilà, c'est chacun pour soi. Et du coup, quand l'État vous attaque, et bien, en fait, vous êtes vraiment tout seul, quasiment. Absolument, absolument. Et Voilà, c'est un travail donc de longue haleine parce qu'en fin de compte, ils ont petit à petit détruit tout le socle social, toutes les institutions sous prétexte de coupures budgétaires, etc., qui protégeaient les citoyens, comment on appelle ça? Les services d'accès à un avocat gratuitement ou quelque chose comme ça. Enfin, dans chaque société, on a peu à peu usé de l'argument budgétaire pour justement s'attaquer à ces institutions qui protégeaient le citoyen. Et une fois que le citoyen est complètement mis à nu et est affaibli, donc là, on procède à l'étape supérieure qui est justement l'effacement et en faire véritablement un bon petit soldat. C'est-à-dire, il faut qu'il achète, c'est un bon consommateur. C'est ce qu'il faut qu'il soit. Il soit un consommateur qui accepte qui fait ce qu'on lui dit et qui ne conteste rien. Et donc voilà la société à laquelle, la naissance de la société à laquelle nous sommes témoins. oui, oui, c'est en fait la modernité hein, qui a été amenée par l'Occident, notamment, enfin, on peut retracer ça à l'invasion de l'Amérique, hein, de Abya comme on dit. Hein. J'aime pas dire Amérique parce que c'est un terme, c'est d'après un type qui s'appelait Amerigo ou quoi, c'était un colonialiste européen. Hein. Donc, depuis l'invasion de l'île de la Tortue, voilà, pour la partie nord, et puis Abya Yala, on va dire plus généralement, en fait, cette modernité-là, qui a été initiée par les élites européennes, hein, des élites psychopathiques, hein, c'est ce qu'on dit souvent, bon, c'est parce que c'est vrai. En fait, leur objectif, c'était de transformer donc les Occidentaux, les Européens en l'occurrence, et puis ensuite les États-Uniens, euh, avec la création de la colonie États-Unis, qu'on appelle aujourd'hui États-Unis, c'est de transformer tous ces gens-là en homo economicus. C'est-à-dire leur seul objectif dans la vie, c'est de servir le capital. Hein. Donc ces gens-là, ils croient en fait que c'est normal hein, de travailler, de gagner sa vie et tout. En fait, en réalité, aujourd'hui, essentiellement, ils essaient de survivre. Mais en réalité, ils font qu'un truc, c'est servir le capital. Et ils sont totalement déconnectés de leur humanité. Donc, c'est plus des humains, c'est fini. Hein, depuis plusieurs générations maintenant, hein, les Occidentaux ne sont plus des humains. Et voilà, donc effectivement, ça facilite le travail des élites parce que ces élites, en fait, ils sont un très petit nombre, mais ils arrivent à contrôler des centaines de millions, voire même des milliards de personnes. Mais c'est voilà, Ouais. c'est grâce à ce système, voilà, parce qu'ils ont tué l'humain à l'intérieur. Hein, ils ont tué l'humain à l'intérieur de toutes ces personnes-là, et du coup derrière ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et c'est exactement ce qu'ils font. Hein. Du coup, ce monsieur en Allemagne, oui, bah, ils l'ont tué socialement. Bah, voilà, il est mort. Il n'est pas mort physiquement, mais voilà, socialement, il est sûrement mort, effectivement. Hein. Et puis, en fait, ça va faire qu'empirer parce que
Parce que là, il y a plusieurs États, notamment ces États occidentaux, qui travaillent sur ce qu'on appelle les CBDC. Donc, c'est des monnaies purement électroniques qui vont remplacer le cash, qui viendront encore plus faciliter ce travail-là pour contrôler vraiment ce que les gens dépensent pour acheter quoi. Donc, ils pourront interdire aux gens d'acheter certaines choses, d'accord. Ils pourront les obliger à acheter d'autres choses, d'accord. Donc là, ce sera un niveau de contrôle supérieur. Bon, j'en parlerai dans un autre épisode, mais ça permet de faire la transition. Oui. En effet, c'est très important parce que justement, c'est ce que je disais, à chaque crise, il y a une opportunité donc, pour les capitalistes. Donc, la crise du Covid a été formidable en ce sens pour plusieurs raisons, mais elle avait déjà introduit, donc il y avait déjà les cartes électroniques où on n'utilisait plus véritablement de cash. Donc, dans certaines sociétés, les sociétés anglo-saxonnes sont très rapides à s'adapter d'ailleurs à ce genre de changement, les Français un peu moins. Donc, la vente en ligne et maintenant la monnaie électronique. Et donc, on a encouragé les gens à utiliser que ça, sous prétexte que l'échange d'argent, c'était vecteur de bactéries, etc. Mais l'idée primaire était justement de s'assurer que tout l'argent est rassemblé dans une institution financière qui peut être contrôlée. Donc, quand vous avez votre petit pactole sous votre matelas et que vous sortez votre petit billet et que grand-mère, elle donne son petit billet, etc., c'est votre argent. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le jour où c'est vrai que c'est très, très pratique de juste passer une carte au moment où vous devez faire les courses, etc., et ne pas avoir à échanger de la monnaie, etc. D'un côté pratique, c'est vrai que c'est formidable, mais d'un autre côté, vous ne possédez plus vos biens. Vos biens passent par une tierce personne, en l'occurrence la banque. Et donc, cette banque-là, qui travaille donc pour le capital, pour le système, pour la machine de consommation, si elle décide que vous avez mal agi, que vous êtes dans la dissidence, que vous êtes une personne à problème, elle vous bloque vos avoirs et vous ne pouvez plus survivre. Donc aujourd'hui, les consommateurs dans les pays occidentaux sont véritablement contrôlables par leurs finances. Il suffit de bloquer et très très facilement, puisqu'ils n'ont plus leur argent en leur propre possession, ils ne possèdent plus leurs biens, donc ils sont facilement contrôlables. Oui, oui, voilà, on en reparlera dans un autre épisode, mais ça permet de faire la transition. Donc, la semaine dernière, j'avais parlé de la domination monétaire grâce à la dilution, le phénomène de dilution qui existe depuis très longtemps, mais qui est aujourd'hui nettement facilité avec tout ce qui est électronique, notamment. Et aujourd'hui, donc, un autre volet de la domination monétaire dont je voulais parler, c'est la domination du dollar, donc le dollar états-unien, qui est en réalité, à mon avis, c'est l'arme la plus puissante des États-Unis. Donc les gens ne voient pas le dollar comme une arme, mais en réalité, si on y réfléchit, toutes les sanctions, tous les millions de morts chaque année en réalité, parce que ça tue des millions de personnes chaque année, à cause des sanctions états-uniennes. Pourquoi est-ce que les États-Unis peuvent aussi facilement faire des sanctions, imposer des sanctions contre tellement de pays? En fait, il y a un tiers des pays du monde qui sont sous sanctions états-uniennes, ça il faut le savoir. Un tiers des pays du monde. Voilà, donc voilà. Je laisse chacun apprécier cette donnée. Pourquoi est-ce qu'ils y arrivent? C'est parce que ils ont le contrôle sur leur propre monnaie, le dollar états-unien, qui est devenu, depuis essentiellement l'après-deuxième guerre mondiale, devenu la réserve de change mondiale, c'est-à-dire qu'il a été adopté par le monde entier, il a été imposé en réalité par les États-Unis. Les gens, ils n'étaient pas contents forcément de l'adopter au niveau mondial, mais ils étaient obligés parce que voilà, c'était la nouvelle puissance militaire déjà. Voilà, donc c'était un peu par la force qui pouvait imposer le dollar, mais aussi économique. Et ça veut dire quoi, réserve mondiale de change? Ça veut dire que la plupart des échanges entre pays se font dans le dollar. Et notamment, le pétrodollar. On a entendu parler du pétrodollar, c'est parce que les États-Unis avaient fait un accord avec l'Arabie saoudite pour que l'Arabie saoudite vende son pétrole exclusivement en dollars états-uniens et pas dans une autre monnaie. Et en contrepartie, les États-Unis lui garantissaient une protection militaire. Donc c'était ça l'accord entre les Al Saoud, les Mhm. tyrans d'Arabie saoudite, et les États-Unis. Et voilà, donc en fait, le fait que le dollar états-unien a été adopté plutôt par la force, par la contrainte, par la plupart des pays du monde,
sauf ceux qui sont sous sanction, hein, qui, voilà, qui n'ont Pas pas adopté protégé le en fait. dollar. Mais voilà, c'est parce que voilà, voilà, ils vivent une situation difficile, ces pays sous sanction, que ce soit Cuba, l'Iran, etc., hein, le Venezuela. Et en fait, donc, le fait que le dollar états-unien est devenu une réserve mondiale de change, ça fait que les États-Unis, ils peuvent imprimer beaucoup de dollars et sans que ça ait un effet, parce que si les gens se souviendront, ceux qui ont vu l'épisode de la semaine dernière, sinon, s'ils n'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Je remets le lien ici. Le fait que les États-Unis euh, impriment leurs dollars sans conséquence, hein, la semaine dernière, on avait dit, ça s'appelle le phénomène de dilution, hein, le fait qu'ils impriment depuis l'après-guerre des dollars sans conséquence, c'est parce que ils vont vendre leur dette, hein, la dette états-unienne, c'est-à-dire s'ils veulent créer, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, ils veulent lever, les États-Unis veulent lever 100 milliards 110 milliards de dollars plus précisément, de dettes au niveau, enfin sur les marchés de dettes monétaires. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vendre des promesses de dettes, hein, sur les marchés internationaux. Et donc, il y aura des gens qui vont acheter parce qu'ils ont confiance en les États-Unis. Hein, d'accord? Ils savent, enfin, ils pensent en tout cas que les Oui, États-Unis rembourseront cette dette-là. Hein, et donc, ils vont donner des vrais dollars en échange de ces promesses de dette. Hein, et c'est comme ça que les États-Unis, en fait, ils peuvent créer de la dette, hein, ils peuvent créer de la monnaie, voilà, enfin, jusque-là, c'était de façon quasiment illimitée, mais aujourd'hui, on atteint la limite de ce système, justement. Hein. Et ça a permis aux États-Unis de faire quoi depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale? Ça leur a permis de remplacer les Français au Vietnam, hein, en Indochine, pour faire la guerre. Hein. En fait, c'était un proxy pour faire la guerre contre le communisme en réalité. Hein. Donc les Vietnamiens, ils ont payé le prix ben, d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, quand les États-Unis ont décidé de faire la guerre au communisme, hein, d'accord, à la Chine. Et voilà, donc ils ont financé des guerres. Ils ont aussi financé des entités comme Israël. Hein. Il ne faut pas oublier qu'Israël, sans les États-Unis, ça n'aurait été rien du tout. Hein. Ils auraient pas fait tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à aujourd'hui sans l'aide des États-Unis. L'aide vraiment active et massive. Pourquoi? Parce que les États-Unis, ils peuvent imprimer de l'argent juste comme ça. Ils peuvent lever de la dette au niveau international juste comme ça, sans que personne, sans que le dollar s'effondre. D'accord, hein. En tout cas, jusque-là, c'était vrai, mais là, on arrive au moment où cette blague, elle commence à atteindre sa limite, et donc c'est plutôt la fin du dollar qui commence. Hein. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça parce que si on analyse tous les malheurs du monde, quasiment, eh ben, leur origine, c'est le fait que les États-Unis, ils peuvent imprimer leur monnaie à volonté, ils peuvent lever de la dette au niveau mondial à volonté pour financer leurs projets de guerre et de mort en réalité. Hein, d'accord? C'est de ça qu'il s'agit au final. Hein. C'est des guerres, des sanctions économiques, de la militarisation aussi bien interne, hein, domestique, parce que, enfin, on connaît tous les Lockheed Martin, Raytheon, etc., les grosses boîtes états-uniennes de fabrication d'armement, elles ont toutes été financées, elles sont toujours financées jusqu'à aujourd'hui par l'État fédéral, hein, par ouais. l'État états-unien. Hein. Voilà, donc là aussi, c'est grâce à de l'impression de la création de dollars, juste comme ça, à volonté. Hein, d'accord? Euh, ils ont aussi, hein, aussi ça a atteint ses limites avec Trump. Jusque-là, ils ont aussi largement financé la sécurité de l'Union européenne. Hein, d'accord? C'est pour ça que les Européens aujourd'hui se sont tout nus depuis que Trump leur a dit bon, c'est fini, on n'assure pas votre sécurité. Voilà. On n'assure pas votre sécurité, on ne va pas financer l'OTAN comme on le faisait avant, ou alors il faudra vous-même mettre la main à la poche. Hein. Pourquoi est-ce que les États-Unis étaient le principal financeur de l'OTAN? C'est parce qu'ils pouvaient imprimer des dollars à volonté. Hein, d'accord? Donc, en fait, tous les malheurs du monde, hein, on peut les retracer à la capacité des États-Unis à imprimer des dollars à volonté, autrement dit au fait que le dollar états-unien est une réserve mondiale de change. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le volet, comment dire, le volet domination monétaire du dollar états-unien, des États-Unis. C'est pour ça que je dis le dollar états-unien,
c'est l'arme la plus puissante des États-Unis, parce qu'en plus, il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit et on ne fait pas forcément le lien entre ses conséquences à ce dollar états-unien, le fait que ce soit une réserve mondiale de change, et, la source, hein, qui est donc le fait que les États-Unis peuvent imprimer ce dollar à volonté. Hein, d'accord? Voilà, donc, très important de comprendre cet aspect-là. C'est pour ça que c'est très important de sortir du dollar. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein, voilà. Des pays comme la Russie, la Chine, qui, il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, essayaient encore de créer des liens avec les États-Unis parce qu'ils achetaient de la dette états-unienne, etc. Ben, depuis 10, 15 ans, ils ont arrêté parce qu'ils ont compris la vraie nature des États-Unis, surtout ces tout derniers mois, ces toutes dernières années. Là, c'est fini. Hein. La Chine, la Russie, et puis d'autres pays, ils ont compris, même l'Inde, même l'Inde aujourd'hui, l'Inde de Modi. L'Inde, voilà, déchante, oui, Voilà, absolument. voilà, parce Mais le qu'on problème aussi, c'est que les Américains, ils usent de leur puissance militaire parce que on se souvient bien sûr que Kadhafi en Libye avait voulu justement, il avait réuni les pays africains en disant produit l'or. Donc, il n'y a pas plus tangible que l'or. Donc, au lieu de peg une monnaie sur le pétrole, on va la peg sur l'or. Il a créé une réserve, il a créé les conditions, pour créer une banque où serait stocké l'or pour créer cette fameuse monnaie africaine qui serait basée sur l'or. Et ben là, la suite, on la connaît. Ils ont détruit, ils l'ont tué, exécuté, détruit la Libye, détruit toutes les infrastructures. On oublie souvent il avait creusé dans les nappes phréatiques pour faire son fameux lac pour donner de l'eau à toute la Libye. C'est un projet qui avait coûté des milliards, qui avait été considéré comme fou à l'époque. Ils l'ont détruit. Donc, véritablement, il lamine un pays qui ose apporter la contradiction. Et donc, encore une fois, c'est toujours l'arrière-pensée, c'est à court terme, c'est d'obtenir un résultat, donc en l'occurrence, stopper ce projet, mais aussi, bien évidemment, créer une crainte extraordinaire par rapport à tous ceux qui voudraient justement, qui oseraient sortir de leur système. Et je voulais juste rebondir sur un petit truc, tu as dit, quand tu as dit, ils se persuadent de leurs propres mensonges, sur le premier sujet que moi j'ai abordé, en fait, non seulement ils se persuadent de leurs mensonges, mais ils réussissent tristement à nous persuader aussi. Parce que je pense à quelque chose, ils se sont fait une réputation de maîtriser l'outil financier de manière tellement formidable qu'on a fini, nous autres, en dehors de la sphère américaine, occidentale, à croire en leurs propres mensonges. Je pense notamment au moment de la crise des subprimes de 2007. C'était Moody's, si ma mémoire est bonne, ou S&P ou Moody's qui avait donné un credit score formidable aux finances américaines, etc., à la veille de l'effondrement. Mais comme bien évidemment, c'était des organisations qui avaient une tellement bonne réputation sur les places financières, etc., que personne ne s'est posé des questions, n'a cherché à aller plus loin parce que bien évidemment, le label américain est toujours très puissant. Et bien qu'on soit aujourd'hui beaucoup plus alerté sur les dérapages de l'Amérique et de ses crimes, etc., on reste quand même persuadé, au fond, quelque part, au fond de nos esprits, dans nos cultures, dans nos sociétés. Finalement, ouais, mais eux, ils savent quand même un peu mieux que nous. Et c'est avec ce petit avantage qu'ils ont toujours sur nous, on arrive quand même à se résigner à leur politique par rapport aux nôtres. Oui, oui, alors c'est vrai pour beaucoup de gens, mais je te garantis que c'est pas vrai pour moi. Moi, je suis pas du tout convaincu par ces Oui, bon, histoires. mais on est peu nombreux dans la dissidence, voilà. Voilà, voilà. Donc, mais oui, tu as raison que c'est. Alors, je crois que c'était Standard Poor's qui avait effectivement émis SNP, voilà, voilà. une très bonne notation pour tous ces systèmes-là de packaging, de dettes extrêmement risquées, mais ils avaient mis, je sais pas, du triple A ou quoi. Et effectivement, ils ont été beaucoup critiqués par la suite. Mais oui, oui, je suis d'accord que Standard Poor's avait fait ça à l'époque, certainement plus par, comment dire, parce qu'ils ont été manipulés eux-mêmes et pas tellement par corruption, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'était de la corruption, mais je pense que c'était même pas de la corruption, parce que les élites et voilà, les économistes de Standard Poor's, eux-mêmes, ils étaient endoctrinés à croire que tout ce que allaient packager les États-Unis avec l'ingénierie financière, comme ils appellent ça, hein, c'est de la Voilà, donc magouille. ils se Hein. persuadent d'eux-mêmes. Ils se persuadent de Voilà, c'est leurs propres ça. Oui, mensonges, oui, exactement. oui, oui, Voilà. oui, oui. Et puis ils avalent les mensonges, effectivement, des autorités états-uniennes, des grandes banques, etc. Voilà, tout à fait. Oui, alors, donc aujourd'hui, on atteint la fin de cette domination monétaire des États-Unis via le dollar, hein, parce que déjà,
leur niveau de dette a complètement explosé et est devenu complètement débile. Là, leur dette elle augmente quasiment à la verticale d'année en année. Hein. Donc, ça devient vraiment intenable. Les gens le voient. Aujourd'hui, les gens le voient, ça. Et deuxièmement, le fait ils sanctionnent aujourd'hui un tiers des pays du monde, ben les autres pays ils se disent, bon, c'est peut-être moi le suivant. Donc, j'ai pas intérêt à être dépendant du dollar. Donc là, les pays se débarrassent de leur dette en dollars. Hein. J'avais dit tout à l'heure que le fait que le dollar est une réserve mondiale de change, en fait, quand les États-Unis émettaient de la dette pour lever des fonds, en fait, les pays du monde, tous, ils ont acheté de la dette. Et généralement, c'était aussi pour bien se faire voir auprès des États-Unis. Bon, ça, c'était une grosse erreur parce qu'un bully, il faut jamais essayer de lui plaire. Jamais de la vie. Il faut s'en éloigner. Hein. Bon, là, aujourd'hui, les pays du monde, ils sont en train de payer ce prix-là. Voilà, donc ils essaient de se débarrasser le plus vite possible de cette dette. Mais ça va pas être facile, hein, ça va pas être facile, ça va prendre des années et des années, et les États-Unis vont certainement, au niveau monétaire, s'effondrer avant, hein, et ça va entraîner le reste du monde, hein, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Le dollar, il a perdu 10% Une depuis excellente le début nouvelle. d'année. Voilà, le dollar, il a perdu 10% de sa valeur depuis le début d'année, c'est énorme, 10%, hein, c'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et, euh, et donc voilà, donc le dollar est en train de s'effondrer et les BRICS, ils n'ont pas encore créé une monnaie de remplacement. Hein, d'accord, ça va prendre un peu de temps, tout ça aussi. Hein, sachant que le maillon faible des BRICS, c'est l'Inde. Hein, même si Moody récemment, il est en train de s'éloigner des États-Unis, mais lui, c'est un type d'extrême droite, Il n'a donc pas le choix. idéologiquement, c'est un type d'extrême droite, donc il a une affinité avec les Occidentaux. Hein, voilà, c'est une affinité naturelle, hein, parce que l'extrême droite, c'est la base de l'idéologie occidentale. Hein. C'est raciste, xénophobe. Lui-même est inspiré lui-même a carrément s'est inspiré de la doctrine hitlérienne et il a même créé une jeunesse hitlérienne, des Ah Hindutva, oui, qui est complètement voilà. façonnée sur la jeunesse hitlérienne. Donc lui, il est Voilà. absolument tout à fait, il est tout à fait dans la doctrine de l'extrême Mm. droite occidentale, absolument. Exactement, voilà. Mais même lui, il est en train de s'éloigner. C'est pour dire, alors si Moody s'éloigne des Occidentaux, c'est que vraiment c'est la fin. Hein. C'est un signal de plus pour dire, voilà, on arrive à la fin de la domination occidentale. Et c'est très bien. Mais le problème, comme je le disais, c'est que l'effondrement du dollar va provoquer une énorme crise au niveau mondial et les pays qui s'en sortiront plus ou moins bien, ce sera ceux qui auront des ressources et qui auront le contrôle sur ces ressources, hein, la souveraineté sur ces ressources. Et notamment, ça va être l'or et le métal argent. Hein, d'accord, mais surtout l'or. Hein, d'accord, donc les pays qui ont de l'or et qui ont le contrôle dessus, ils vont plutôt bien s'en sortir lors de l'effondrement du dollar, qui est en train de se passer. Hein. À l'échelle humaine, c'est au ralenti qu'on voit ça, mais en fait, c'est en train de se passer bel et bien. Voilà, de toute façon, la domination monétaire, c'est un sujet très vaste. Je parlerai des CBDC dans un autre épisode, peut-être le prochain, peut-être plus tard. On verra. Voilà, mais sinon, si tu veux, Hafsa, on peut aborder les news. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu voulais nous parler. Ah bah écoute, vas-y, tu commences et je rebondis. D'accord, ça marche. Oui, alors oui, donc je disais tout à l'heure que les États-Unis étaient en train d'essayer de lever en ce moment précis de la dette à court terme, ils appellent ça les notes, treasury notes, hein, les notes du trésor. C'est de la dette à court terme, juste quelques semaines. Ils essaient de lever 110 milliards de dollars. Et ils ont beaucoup de mal parce qu'il y a personne qui veut acheter. D'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens aujourd'hui, ils sont sceptiques par rapport au dollar. Hein. Et donc, en fait, ils vont arriver à la vendre, cette dette, mais ils vont la vendre avec un taux d'intérêt énorme pour convaincre les gens de l'acheter. Hein. Ça veut dire que les États-Unis vont devoir payer des intérêts élevés, ce qui va les enfoncer encore plus Au économiquement. moment de rembourser, ils vont détruire le pays. Le problème Voilà. avec Ils sont en train de le détruire. Trump est en train de le détruire. C'est pour ça, moi, j'aime pas Trump, mais je suis très content qu'il soit à la tête des États-Unis oui, parce oui, qu'on je train comprends absolument. d'accélérer la destruction des États-Unis et de l'empire états-unien. Et c'est très, très bien. Hein, voilà, j'espère qu'il va rester au moins jusqu'à la fin de son mandat. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était pour rebondir un petit peu sur le sujet principal que j'avais abordé. Oui, alors je disais la semaine dernière que Trump avait fait un nouvel ultimatum à la Russie. Il leur avait donné jusqu'au 8 août, donc hier, hein, là on enregistre le 9 août, samedi 9 août, donc il leur avait donné jusqu'à hier 8 août pour
pour se plier, je sais plus qu'est-ce qu'il leur avait imposé vis-à-vis de l'Ukraine, je crois, ou quoi. Et j'avais dit, en fait, il va repousser encore une fois cette deadline, c'est exactement ce qu'il a fait. Là, carrément, en fait, apparemment, il semblerait que Trump est en train d'admettre que la Russie, elle a gagné de très loin, de manière très évidente, la guerre en Ukraine, hein. Parce qu'en fait, là, les lignes de défense en Ukraine s'effondrent devant l'avancée des troupes russes qui avancent très, très vite depuis quelques semaines. Mais Euh, je pense aussi que la politique erratique de Trump, elle a perdu son effet. Il a fait, comme c'est un showman, donc c'est des déclarations très fracassantes, mais comme il ne livre pas après la déclaration, donc au final, tout le monde se tient les côtes quand il est fait, et puis quand on voit qu'il n'y a vraiment pas de conséquences, on se rend compte qu'il est un peu plus fou et hurluberlu. Et cette semaine, justement, un petit détail qui a échappé à beaucoup de monde, il a perdu le soutien du maître à penser de Poutine. Parce que je ne sais pas si tu connais Alexandre Dugin, qui est de la droite traditionnaliste, chrétienne, etc. C'est le maître à penser de Poutine. On estime que c'est véritablement lui qui façonne un peu sa pensée politique. Et lui, dès 2016, avait été je ne veux pas dire un soutien à Trump, mais estimait que Trump était un allié naturel pour des raisons évidentes, à savoir la droite, à savoir supposément défendre les valeurs chrétiennes. Bon, c'est quand même un peu bizarre, mais bon, bah, supposons, et anti-woke, etc. Donc, beaucoup de la droite traditionnelle russe s'est alignée sur Trump, a vu en lui un allié potentiel. Et là, cette semaine, Dugin s'est fendu d'un tweet en disant nous remarquons avec tristesse que Trump est en fait compte un malade mental et donc il faut l'ignorer. En substance, c'est ça. Je ne connais pas les termes exacts, mais en substance, c'était ça. Et je pense que quand vous avez quelqu'un, un inconditionnel de Trump, quelqu'un qui voyait véritablement un potentiel d'alliance entre la Russie et les États-Unis via la présidence de Trump, tourner la page, c'est qu'en fin de compte, l'effet Trump ne marche plus. Donc c'est bon, les déclarations fracassantes, elles ont eu leurs effets, mais finalement, tout le monde se rend compte que c'est beaucoup de bruit et que la coquille est assez vide. oui, oui, de toute façon, Trump, voilà, encore une fois, c'est un idiot, c'est très important de le comprendre. En fait, Trump, il jette comme ça des menaces à gauche et à droite de manière aléatoire sans avoir vraiment les moyens comment dire, de mettre à exécution ces menaces, hein. Donc, c'est pour ça que derrière, il fait marche arrière parce que de toute façon, il a pas les moyens, il n'avait pas les moyens à la base d'exécuter ces menaces. Voilà, alors un autre élément très important qui rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc là, enfin, les gens auront remarqué depuis quelques jours, ça fait une semaine maintenant, je crois que c'était juste après qu'on a enregistré la semaine dernière. En fait, il y a eu un accord entre les États-Unis et l'Union européenne sur les histoires là, de tarifs. Et Ursula von der Leyen s'est Ah, déplacée en Écosse. Elle est allée voir Donald Trump sur un cours de golf, hein. Elle est en train de golfer. Et apparemment, ils se sont entendus pour que pour l'Union vendre l'Union européenne, européenne. voilà, voilà, finir de démanteler l'Union européenne, hein. Donc en fait, c'est les États-Unis qui vont taxer l'Union européenne. Et en plus de ça, l'Union européenne s'engage à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, dans les États-Unis, dans le territoire des États-Unis. Et aussi, l'Union européenne s'engage à acheter 750 milliards de dollars d'énergie et d'équipements militaires états-uniens, hein. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la doctrine après la Deuxième Guerre mondiale entre les États-Unis et l'Europe, c'était que les États-Unis allaient garantir, assurer la sécurité de l'Union européenne. Mais avec Trump, c'est fini cette histoire-là. Donc là, ils sont tout nus. L'Union européenne, elle est toute nue. Et donc là, ils sont à la merci des États-Unis, et notamment de Donald Trump. C'est pour ça qu'ils promettent ce genre de choses. Alors, il faut juste préciser qu'ils ne pourront pas investir 600 milliards de dollars aux États-Unis parce qu'ils ne les ont pas. Ils ne pourront pas acheter 750 milliards de dollars d'énergie et d'équipements militaires états-uniens parce que il n'y a pas assez d'infrastructures parce que ça va être du gaz naturel liquéfié, hein, qui peut venir des États-Unis à travers des navires. Et il n'y a pas suffisamment d'infrastructures au niveau de l'Union européenne pour faire la, la gazéification, c'est-à-dire transformer le gaz de liquide, enfin le gaz naturel de liquide à gaz, justement, hein, au niveau de l'Union européenne pour absorber, voilà, ne serait-ce que 300 milliards de dollars, hein, de GNL. Donc ça, ils ne pourront pas le faire. C'est pour ça que je prédis que ça va clasher très bientôt lorsque Trump va voir qu'en fait,
toutes ces promesses, c'est du pipeau. Il devrait le voir Mais aujourd'hui, mais comme c'est un idiot, il ne le voit pas. Mais en même temps, je crois que c'est aussi un acte de soumission, en fait. Ce que van der Leyen Oui. voulait démontrer, c'était justement qu'on continue à s'aligner au-delà de la personnalité de Trump complètement à une politique atlantiste. Et en fait, tu vois que tout est imbriqué parce que ça rejoint le sujet que j'ai d'abord abordé en début du podcast, à savoir que parce qu'on a détruit une véritable presse libre, normalement, cette décision même ce voyage, aller comme ça en soumission, rejoindre comme un peu Don Corleone de la mafia, pratiquement en allant lui embrasser la bague, je vais dire, sur son terrain de golf. Toute la symbolique est celle d'une soumission. S'il y avait véritablement une presse libre et indépendante dans les pays occidentaux, il y aurait eu un tollé, il y aurait eu de vives réactions. Or, on ne les a pas vues. Il y a eu quelques réactions ça et là de certains députés, de certaines personnes dans la dissidence médiatique ou politique, mais dans l'ensemble, la presse en général est complètement résignée. Et c'est cela, c'est-à-dire qu'on l'a tué par rapport à des sujets qui ne concernent pas le citoyen lambda en Europe, à savoir Gaza, la Palestine, pour ensuite pouvoir laminer la presse et les médias sur des sujets qui les touchent véritablement, mais finalement, ils sont complètement amorphes désormais, et donc plus personne ne réagit. Oui, voilà. Et puis, en fait, donc il y avait déjà la soumission de l'Union européenne par rapport aux États-Unis lorsque enfin, ils ont abandonné leur souveraineté militaire en la confiant aux États-Unis. Donc voilà, c'est une question de temps avant que quelqu'un arrive à la tête des États-Unis pour dire, voilà, la blague, elle est finie. Donc maintenant, vous êtes tout seul, vous êtes livré à vous-même. Mais en plus, n'oublions pas qu'avec le sabotage du Nord Stream 2, hein, le pipeline qui venait de Russie vers l'Europe, on sait tous, hein, c'est le secret de Polichinelle, on sait que c'est les États-Unis qui ont Oui, explosé le Nord Stream 2. C'était un acte de terrorisme international dont sont tout à auteurs les fait. États-Unis. C'est le secret de Polichinelle à ce stade, hein, d'accord? Eh bien, les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Hein, ils ont pas dénoncé les États-Unis, ils n'ont même pas fait d'enquête sérieuse parce qu'ils savaient en fait que c'était les États-Unis derrière. Hein, d'accord, il fallait surtout pas enquêter. D'accord, surtout pas. Ils ont au contraire continué à lancer des menaces contre la Russie. Puis ils ont même accusé la Russie à un certain moment, ce qui est débile parce que la Russie, elle était investisseur dans ce pipeline. Exactement. Et en plus, ça lui permettait de vendre de vendre son gaz. Hein. Voilà, donc tout ça pour dire, il faut jamais se soumettre à un bully parce que la situation ne va que empirer. C'est ce qu'on voit de manière formidable avec l'Union européenne et les États-Unis dans leur relation, dans cette relation toxique évidemment. Bon. Voilà, donc encore une fois, je prédis que ça va clasher très rapidement, dans pas très longtemps, dans quelques mois, entre les États-Unis et l'Union européenne, parce que Trump va se rendre compte que les 600 milliards d'investissements et les 750 milliards d'achats de gaz et d'équipements militaires états-uniens, c'est pas en train de se faire, parce qu'ils n'ont pas l'argent de toute façon, ils n'ont pas les capacités. Et je pense que ça va clasher à nouveau. Alors, ça va être très intéressant à suivre ce feuilleton. Voilà, sinon, oui, un autre élément très important concernant comment dire, le conflit, enfin le conflit, c'est une situation de colonisation à Gaza et puis le génocide qui a lieu, c'est que deux organisations israéliennes, donc c'est B'Tselem, et puis alors l'autre, elle s'appelle Physicians for Human Rights Israel, donc c'est la branche d'une organisation internationale qui s'appelle Physicians for Human Rights, donc c'est médecins Médecins sans frontières. pour les droits, voilà, la défense des droits humains. Donc ces deux organisations ont fait un rapport dans lequel elles disent clairement qu'il s'agit d'un génocide. Hein, d'accord, je vais mettre un lien ici là, dans la vidéo si vous allez voir une Je veux interview. dire, là, à chaque fois, on enfonce des portes ouvertes. Le génocide, il Oui, est incontestable. oui, Et, et, oui, et ce qu'il faut rappeler, c'est que, en fait, et c'est ça encore tout le déni et toute l'hypocrisie des pays occidentaux, c'est que les Israéliens, eux, ne s'en cachent pas. Eux, ils sont en train de dire, eux, ont fait oui. des déclarations clairement génocidaires. On va exterminer les Palestiniens, on va en faire comme ce que les anciens Hébreux ont fait aux Amaleks, c'est-à-dire les effacer, on va les affamer, il n'y a pas de Palestiniens innocents, même les enfants sont des cibles légitimes. Donc, du côté israélien, il n'y a aucun déni par rapport à l'existence de ce génocide, mais c'est du côté occidental où on essaye de marcher sur des œufs pour ne pas employer ce terme, alors que les Israéliens eux-mêmes le revendiquent fièrement. Ils ne disent pas on est en train de faire un génocide, mais ils sont en train de dire voilà ce qu'on est en train de faire, ce qui est exactement
les actions qui mènent à un génocide. Donc, je comprends véritablement pas comment à chaque fois on est en train de regarder des organisations, de dire, ah ben finalement, voilà, telle organisation a fait cette déclaration, tel avocat de la Cour internationale a reconnu qu'il y avait peut-être des éléments à même de reconnaître un génocide. Non, 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 il y a un génocide et les premiers à le reconnaître et en parler ouvertement et l'afficher quasi fièrement sont les Israéliens. Donc voilà. Oui, oui, mais attention, parce que ça, c'est une énorme victoire pour la cause palestinienne, parce que ces deux organisations, jusque-là, elles n'avaient pas dit que c'était, elles reconnaissaient pas que c'était un génocide. En plus, elles ont fait une enquête très sérieuse. Hein, donc voilà, il y a quand même, c'est-à-dire elles ont fait un travail qui est éloigné de la propagande qui domine l'espace israélien. Hein. C'est la propagande qui domine. 99% des Israéliens sont, comment dire, sont exposés exclusivement à des mensonges. Hein, voilà. C'est pour ça que, voilà, Mais la tu crois grande que c'est des majorité. mensonges? Parce que moi, j'ai l'impression justement, ils sont, c'est pas, c'est ça en fait. C'est encore une fois, on revient à la psychopathie, c'est-à-dire que non, 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 ils sont conscients. Je veux dire, quand on voit les agissements des Israéliens, il faut savoir que déjà au-dessus de Gaza, ça surplombe. Donc il y a un côté du côté de Gaza qui surplombe la bande de Gaza. Et ils ont installé des fauteuils, des jumelles, etc., où ils viennent passer le week-end et regarder avec délectation la destruction de Gaza. Donc, il y a une psychologie psychopathique dans ce pays, dans cette société. C'est une société malade qui a été nourrie à son délire de persécution. Et ce délire de persécution par rapport à ce qui s'est passé aux mains des nazis lui octroie un laissez-passer à faire ce qu'elle veut. Et donc, les Israéliens regardent l'extermination du peuple palestinien et ne s'en émeuvent pas du tout. Donc, ils observent cela et ils applaudissent. La preuve, les sondages israéliens sont tous unanimes, ça oscille entre 88 et 93% de soutien pour les actions de Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, qui, à la veille du 7 octobre, était au bord il devait pratiquement démissionner à cause d'une affaire de corruption, etc., était extrêmement impopulaire. Et aujourd'hui, il reste très soutenu par la majorité de l'opinion israélienne qui soutient son action. C'est même pas tant lui, ni même sa politique en général, économique, etc. Ce que les Israéliens soutiennent, c'est justement ses actions. Et quand bien même ils ne sont pas exposés aux mêmes images que nous voyons, nous, au quotidien, à savoir ces bébés ventrés, ces femmes enceintes, décapitées, etc., ils ont accès à des informations, ils le voient et ça ne les dérange pas du tout. Ils se sont placés en position où ils ont, comme tu le dis, souvent déshumanisé les Palestiniens. Et donc maintenant, quand ils voient l'extermination du peuple palestinien, c'est comme un peu les Français quand ils sont venus en Algérie, c'est-à-dire c'est procédé, je ne sais pas employer le terme, une espèce de décafardisation du pays. Donc on nettoie, c'est plus des humains, on nettoie voilà, ces bêtes, et c'est comme ça qu'ils perçoivent les Palestiniens. Donc ils adhèrent complètement à cette politique. Pourquoi? Parce qu'ils soutiennent l'extermination de cette population qu'ils estiment aujourd'hui inutile et plus un problème qu'autre chose. Oui, donc c'est pour ça que j'insiste, c'est une victoire pour la cause palestinienne que ces deux organisations aient fait ce rapport-là. Hein, parce que l'existence de ce rapport, qui est très sérieux, apparemment, en tout cas, j'ai vu des interviews des deux personnes, et voilà, ils avaient bien dit qu'ils avaient fait une enquête très, très sérieuse, très approfondie. C'est vrai ils ont mis pas mal de temps pour la faire. Hein. Euh, Ouais. donc voilà. Donc derrière, c'est une victoire pour la cause palestinienne. Hein. Et puis, bon, encore une fois, enfin, le fait que les Israéliens regardent comme ça ce qui se passe à Gaza en célébrant les choses, c'est encore une fois, c'est l'effet de la propagande, parce qu'ils ont été exposés à la propagande de toute leur vie. C'est pas pour les excuser que je dis ça, attention, hein, c'est pour expliquer les choses. Expliquer n'est pas excuser, hein, parce qu'il faut comprendre d'où viennent les choses, sinon on ne sait pas d'où ça vient et ça risque de se reproduire si on ne sait pas d'où viennent les choses. Hein, donc c'est pas pour excuser les Israéliens, mais c'est pour expliquer d'où est-ce que ça vient tout ça. Hein. Et ça, en fait, c'est arrivé aux Israéliens, mais ça peut arriver à n'importe qui. Hein. C'est ça qu'il faut garder en tête. Tu sais, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je vais te dire, il y a une part de propagande, incontestablement, et c'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais il y a aussi quelque chose qui est, alors là, on va un peu flouter entre sionisme et judaïsme, je l'assume. Il y a au cœur même du judaïsme l'élitisme, c'est-à-dire l'idée du peuple élu.
et le peuple élu s'octroie des droits que d'autres n'ont pas. Donc le discours juif est par définition, quand on le suit dans sa tradition orthodoxe, est par définition suprémaciste. C'est un fait, étant donné qu'il s'estime être le peuple élu de Dieu. Alors, il y a des différentes interprétations. Pour certains, c'est juste être élu pour mener à bien la mission divine, bien sûr, mais comme toutes les interprétations, étant donné que c'est élu de Dieu, ça te donne un sens de l'importance qui va au-delà de cette mission purement divine, et donc ça te donne l'impression d'appartenir à un groupe privilégié particulier. Et je pense que ce qui a pu façonner, c'est ce qui a fait que la doctrine sioniste a pu se façonner facilement sur, avec les judéo-sionistes. Peut-être paradoxalement, plus ils se sont éloignés de la religion et de la croyance, plus ils ont pu adhérer à cela parce que ça crée un sens communautaire. Mais bon, ça, c'est tout un autre sujet. Mais je pense qu'au cœur de, de cela, ça va au-delà d'une propagande purement israélienne. Au cœur de cela, c'est un peu l'élitisme juif. D'ailleurs, je renvoie déjà à lire l'excellent livre de Gilad Atzmon, qui est un musicien qui est né en Israël, qui est né israélien, mais qui aujourd'hui est extrêmement antisioniste et qui est très critique un peu de la société israélienne dans laquelle il a évolué. Et il explique parfaitement cette espèce de formatage judéo-sioniste qui va au-delà justement du sionisme, mais qui est justement dans l'esprit élitiste qui façonne un peu le sionisme et qui donne en fait ce sentiment que tout leur est permis au final. Voilà. Oui, mais on retombe toujours sur la même histoire, c'est-à-dire que c'est de la propagande, Ou une croyance, oui, qu'elle oui. vienne de Oui, à l'origine, Théodore peut-être tout est de la Herzl. propagande. Alors, dans ce cas, oui, bien sûr. Non, mais qu'elle vienne de Théodore Herzl ou qu'elle vienne de Non, l'Ancien mais ce que je Testament, veux dire, c'est antérieur c'est de la à propagande. Herzl même. C'est antérieur même au sionisme. Voilà, c'est cette idée Oui, c'est d'être ça. un peuple élu. Oui, 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 c'est ce que je dis. Donc, même si c'est antérieur à Théodore Herzl, c'est de la propagande aussi, hein. Surtout, tu as dit toi-même, c'est sujet à interprétation, donc ça montre bien que, hein, voilà. Voilà, donc les Israéliens, que ça soit via la pensée, l'idéologie sioniste moderne, ou alors via ce sur quoi se raccroche le sionisme dans l'Ancien Testament pour dire voilà pourquoi notre idéologie sioniste est justifiée. Dans les deux cas, c'est de la propagande. L'objectif, c'est de manipuler les gens, les amener à agir dans un certain sens, hein. Donc voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas les Israéliens qui, de manière biologique ou quoi, sont mauvais, hein. Ça serait débile de le dire parce que c'est des théories racistes, ça, hein. Donc voilà, moi, c'est pour bien distinguer les choses. Les choses viennent, les gens se comportent généralement de façon suivant s'ils sont influençables, suivant la propagande qu'ils ont subie, hein, ni plus ni moins. Oui, Donc voilà. ce que je voulais dire par là, c'est que ça va au-delà d'une propagande politique, c'est-à-dire c'est une croyance fondamentale. Dès lors que dans votre croyance, l'idée est que vous êtes supérieur et que ça vous donne des privilèges qui vous mettent en posture supérieure, ça favorise cet esprit de suprémacisme qui pourra mener pas seulement d'ailleurs, pas rien qu'au sionisme politique que nous connaissons aujourd'hui, mais cette idée que finalement, on peut mettre en application certaines, on peut bafouer certaines lois, on peut ne pas respecter, on ne peut ne pas se plier à certaines injonctions, étant donné qu'on est dans une position particulière. C'est un peu comme aussi être né dans l'aristocratie, par exemple. C'est cette idée que vous êtes une classe privilégiée qui peut se permettre certains droits, etc. Donc, c'est ça, en fait, le suprémacisme. C'est une croyance dans laquelle vous évoluez. Certes, à l'origine, tout est propagande, puisque ça part d'une idée que l'on propage, justement. C'est ça, par définition, tout est propagande. Mais c'est pour dire que ça va un peu au-delà du sionisme politique dans le judéo-sionisme qui a favorisé cela. Voilà. Bah après, ça pose aussi la question de est-ce que les religions telles que nous sont présentées aujourd'hui, est-ce qu'elles ont une finalité politique ou pas? Moi, je pense que souvent la réponse est oui, hein. C'est pour ça que je dis Oui, que c'est de oui, la propagande absolument. aussi. Voilà, c'est Mais de je la pense que propagande celle aussi. qui a assumé parfaitement cela, c'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était non seulement leader religieux, mais il a été un leader politique, incontestablement, et il a assumé cela parfaitement. Donc oui, ça c'est tout à fait vrai. Voilà, donc c'est pas parce que c'est dans un livre religieux, hein, comment dire, dans un référentiel religieux, que ça ne sera pas politique, hein. Au contraire, les religions sont des systèmes organisés, alors plus ou moins. Le plus organisé, c'est sûrement le
le christianisme, hein. Le christianisme, peut-être en particulier le catholicisme. C'est pour ça qu'il y a le maximum de problèmes dans cette religion-là, parce qu'elle est très hiérarchique, très organisée, entre guillemets, hein. C'est pour contrôler les gens, c'est pour les soumettre, hein, les contrôler, les soumettre. Bon, ça peut être un sujet pour un autre épisode, en tout cas, ça serait intéressant de l'aborder. Voilà, donc énorme victoire pour la cause palestinienne, hein. Donc, ces deux organisations qui ont produit un rapport qui semble être très sérieux, je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, j'ai vu deux interviews des personnes. Et voilà, donc ça semble être assez solide pour que la résistance palestinienne utilise même ces deux rapports pour taper encore plus sur les sionistes et l'idéologie sioniste. Voilà, donc un autre sujet, c'est les attaques de la France contre l'Algérie, hein. Donc la France continue à attaquer l'Algérie. Donc là, Macron a fait un courrier au Premier ministre Bayrou pour lui demander de durcir, les conditions aux diplomates algériens. Et donc, ils ont suspendu, hein, ce qu'a fait la France récemment, c'est qu'elle a suspendu l'accord de 2013 qui permettait aux diplomates des deux pays, hein, d'Algérie et de la France, d'aller dans l'autre pays sans avoir besoin d'un visa. Donc, avec simplement leur passeport diplomatique, que ce soit pour une mission ou à titre privé, ce qui est un peu gênant pour moi, hein, qu'ils utilisent le passeport diplomatique, algérien en tout cas, dans mon cas, pour aller, je sais pas, en vacances en France, par exemple, sans visa. Moi, ça me gêne un petit peu, cet accord. Mais voilà, c'est un accord qui existait. Donc là, la France l'a suspendu et je crois que l'Algérie, de ce que j'ai compris, hier, a carrément dénoncé cet accord. Donc, elle en est sortie, hein. Alors alors ça s'inscrit bien sûr dans une série d'attaques depuis peut-être une année de la France contre l'Algérie. À mon avis, ça s'inscrit dans la préparation des élections de 2027. Ah, ça va passer très vite, c'est dans moins de 2 ans, dans laquelle l'élite, la classe dominante française aura encore plus de mal que en 2020 ou en 2021 ou en 2017. Elle aura encore plus de mal parce que la situation en France est beaucoup plus grave, avec les services publics qui se sont effondrés, l'inflation qui a explosé les prix. Donc, ils ont besoin d'arguments solides, entre guillemets, pour amener les Français à voter de manière irrationnelle, évidemment, qui vont jouer sur les affects des Français, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et les affects les plus faciles à manipuler dans la société française, c'est les affects coloniaux, parce que c'est une société qui a été pendant plusieurs siècles, une société qui fait partie et qui a bénéficié des privilèges de l'impérialisme français, hein, du colonialisme français, en pillant des ressources un peu partout dans le monde pour avoir un bon niveau de vie en métropole. Donc voilà, il y a des affects coloniaux. Beaucoup de Français associent colonisation avec quelque chose de positif, pour eux en tout cas, mais voilà, ils essaient de rationaliser ça, que c'est comme si c'était bien aussi pour les coloniser, hein, évidemment. Ça leur permet d'éviter la dissonance cognitive, parce que ça leur évite d'admettre que c'est des parasites, hein, que la société française est une société parasite. Et donc, à mon avis, ça s'inscrit vraiment dans cette perspective-là de l'élection de 2027. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hafsa. Ils sont en train de préparer le terrain, ils sont en train de créer une situation tendue avec l'Algérie pour que ça barde, et puis ensuite pour dire aux Français, bah, regardez, écoutez, voilà, les Algériens, l'Algérie, puis plus généralement les Arabes, les musulmans, voilà, c'est vraiment notre ennemi, etc. Donc ça va permettre de pousser un agenda d'extrême droite que va récupérer le successeur de Macron. Donc, ça va peut-être être Édouard Philippe, si la, comment dire, les candidats, comment dire, du centre, entre guillemets, hein, de l'extrême centre arrivent à passer. Mais sinon, ça peut être aussi l'extrême droite, hein, qui va gagner. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Rafsa? À quoi correspondent ces attaques? Dans quel cadre est-ce que ça s'inscrit, à ton avis? Alors, oui, la préparation de 2027, elle paraissait évidente jusque-là, quand les attaques venaient de Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur et qui a pratiquement, qui doit son existence médiatique. Il faut savoir que c'est un personnage un peu insipide, un technocrate qui n'a pas de charisme. Donc, pour s'imposer médiatiquement et pour exister, d'autant plus que c'est pas véritablement un homme de conviction, donc il a choisi un peu la cause algérienne, ou plutôt la cause anti-algérienne, pour exister. C'est une manœuvre qui est intelligente de son point de vue, dans la mesure où, d'abord, l'Algérie est impopulaire en France. C'est très populaire de taper sur l'Algérie avec l'extrême droite que son parti cherche à recruter. Et troisième point, aujourd'hui,
étant donné que les informations passent avant tout par les réseaux sociaux plutôt que par les médias, en fait, le brand Algérie fonctionne très très bien. Il faut savoir qu'Algerian Phishing, c'est un phénomène qui est très important aujourd'hui sur les réseaux internationaux. Donc, les gens ont découvert que les Algériens sont extrêmement omniprésents sur les réseaux sociaux, beaucoup plus que d'autres. Et donc, ce qui concerne l'Algérie va vous assurer une existence médiatique sur les réseaux sociaux qui est très importante par rapport à d'autres sujets. Et donc, il a trouvé un peu ce bon créneau et il a fait de l'Algerian bashing sa politique. Jusque-là, c'est logique en fait. Encore une fois, expliquer n'est pas justifié, évidemment. Donc, je suis en train d'expliquer sa position. Et jusque-là, ça avait un sens. Par contre, là, cette lettre est un, prend une autre tournure parce qu'elle vient de Macron. Et ça met un peu Tebboune dans une position particulière parce que Tebboune a toujours dit que, que lui n'avait pas de problème avec Macron. Lui avait des problèmes avec une certaine frange de la classe politique française, à savoir l'extrême droite, mais que les rapports avec Macron étaient toujours bons, toujours cordiaux, etc. Et donc cette lettre qui est d'un ton absolument pas diplomatique, vraiment outrancière, c'est une rupture déjà. Et elle ne s'explique pas parce que pour Retailleau, il vient de remporter les élections, il est à la tête de son parti, donc il est très potentiellement le prochain candidat de 2027, bien sûr. Mais à ma connaissance, je ne pense pas que Macron va briguer un... Il est quoi, son troisième mandat maintenant, donc il ne va pas briguer un autre mandat. Ça me paraît très improbable. Donc, comment imaginer ça n'a pas de sens par rapport à la date de 2027. C'est une rupture, c'est aussi un tournant un peu grave. Donc, j'arrive pas véritablement à l'expliquer par rapport à 2025, 2027, pardon, ça ne se justifie pas. En revanche, alors paradoxalement, c'est un peu rendu service, je dirais, à l'Algérie, puisque hier, donc, le 8 août, les réseaux sociaux s'étaient un peu emballés pour organiser des manifestations et donc, ça a commencé un peu à prendre, il y a des frustrations, etc., surtout par rapport à l'expression, à la liberté d'expression. Et finalement, cette lettre qui a été publiée la veille, elle a donné un peu l'impression que justement ces manifestations étaient manipulées de l'extérieur, etc. Et il n'y a rien qui va détourner l'attention des Algériens mieux que de leur dire que c'est les Français ou les Marocains ou les autres qui vous manipulent. Donc, c'est un peu stopper net cette ambition de sortir dans la rue. Et donc, au final, cette lettre, elle a un peu rendu service donc à Tebboune, je pense, elle a véritablement permis à ces manifestations qui paraissaient, enfin, je sais pas, qui promettaient d'être assez importantes, de complètement s'effondrer. Et il y a véritablement rien eu hier dans les grandes capitales, dans les grandes villes du pays. Oui, alors l'apparente contradiction du fait que cette attaque vient de Macron, euh, je pense qu'il y a une explication à ça. C'est que Macron, il s'est rangé du côté des soutiens de Retailleau, hein. Et ces soutiens de Retailleau, c'est les deux milliardaires, hein, c'est Jules-Édouard Sterrin, un milliardaire qui pousse clairement un agenda d'extrême droite, hein. Il est de la droite chrétienne, de la droite dure, hein, d'extrême droite, on peut dire, hein. Et puis il y a aussi l'autre milliardaire breton, comment il s'appelle? Bolloré? Bolloré, merci. Voilà, lui aussi, c'est un type d'extrême droite. C'est lui qui détient CNews et puis voilà, des chaînes purement racistes, hein. Donc voilà, donc c'est ces deux personnages-là qui sont aux commandes en réalité de la politique française. Ça, il faut bien comprendre, hein, d'accord? Il faut bien comprendre. C'est eux, parce qu'ils contrôlent les médias. Et quand ils contrôlent les médias, déjà, ils contrôlent une bonne partie des politiques parce qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps pour chacun des politiques. Et puis, voilà, on peut imaginer aisément que voilà, ils font des petites affaires avec les politiques pour les corrompre, et pour les amener à jouer leur agenda. Donc, à mon avis, Macron, il est en train de préparer son avenir. Donc, une fois qu'il sera plus président français, sa Oui, le psychologie, consulting et tout ça, oui. sa psychologie, non, plus que consulting. Je pense qu'il va chercher un poste genre, bon, je pense pas que ce sera directeur du FMI parce qu'il est vraiment nul dans ce domaine, même si soi-disant c'est un financier et tout, en fait, pas du tout. Mais quelque chose de similaire, surtout qui va lui donner une immunité, hein.
Ça, il faut bien le comprendre, hein. Donc, Macron, c'est ce que je dis aujourd'hui, je suis content qu'on enregistre. Macron est en train de chercher un poste à l'international, comme ça sera un truc au-dessus de président français, c'est ce qu'il cherche, hein. Il cherche toujours à montrer qu'il est en train de grimper les échelons, ça c'est très important pour lui en termes d'apparence, et puis surtout qu'il ait une immunité derrière. Parce que il est pas bête, hein. Il est quasiment certain qu'il va être poursuivi comme Sarkozy l'a été, hein, d'accord? La justice française, elle fonctionne plus ou moins quand même un peu, tiens, hein, d'accord? Voilà. Et je pense que il s'est rallié à ces deux milliardaires qui lui ont sûrement proposé leur soutien parce qu'ils savent eux aussi ce qu'il veut certainement. Donc ils vont sûrement l'aider à obtenir ce qu'il veut dans les instances internationales, ce fameux poste, et à condition que lui s'aligne sur la ligne de leur ligne à eux, sur laquelle est aligné Rotaillot, hein. Et c'est quasiment certain, comme tu le dis, que Bruno Rotaillot, ça sera le candidat de ces deux milliardaires en 2027. Et à mon avis, il aura des chances de gagner parce que avec le soutien de CNews, de BFM TV, etc., les Français, ils sont pas sophistiqués, hein. D'ailleurs, les Français, moi, ce que je trouve extraordinaire, alors déjà, ils se croient supérieurs aux autres, hein, d'accord, en termes de démocratie et tout. Ils donnent des leçons aux autres, mais quand il s'agit quand vient le moment de voter, qu'est-ce qu'ils disent les Français, hein? C'est quoi leur stratégie extraordinaire? Il faut voter utile. Il faut Ouais. voter utile. Ça veut dire quoi voter utile? Ça veut dire que tu votes pour le candidat, pas celui que tu as envie d'élire. Donc, tu vas faire une espèce de calcul là, complètement tordu pour voter pour quelqu'un qui sera moins pire que l'autre qui risque d'emporter l'élection. Il faut voter utile. Et donc, tu vas pas voter pour celui en qui tu crois en réalité. Donc, voilà la sophistication comment dire, de la méthode avec laquelle les Français élisent les personnes, notamment aux élections présidentielles, hein. C'est plus la méthode française, en fait. Ça, c'est la méthode occidentale désormais. Parce Oui, que c'est vrai. ils ont découvert qu'en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils voulaient que quelqu'un passe, ils mettaient en face de lui quelqu'un qui était tellement lamentable qu'en fin de compte, logiquement, on ne peut pas ne pas voter pour la personne choisie. Alors, je vais te donner un exemple, je ne sais pas si tu te souviens, mais la première élection de Obama. Alors, au début, tout le monde, il y avait il y avait beaucoup d'hésitation par rapport à la frange raciste qui est très importante aux États-Unis. Genre, ils vont jamais voter pour un noir, etc. Et puis face à lui, on a ramené McCain qui est arrivé avec une voix chevrotante, vieux, affaibli, etc. Et donc, ça va être le grand débat. Et au moment où il y a eu le débat, c'était plus possible. Il y avait pas de compétition. Obama qui était, alors il fallait être mais alors il fallait être vraiment raciste pour ne pas voir qu'Obama, quoi qu'on en pense, hein, mais qui est très éloquent, qui a du swag, qui a énormément de charisme, etc. Face à lui, un vieillard très affaibli, voix chevrotante, n'arrivant pas à formuler, finir une phrase. Le choix était vite fait. Et on fait toujours cela, c'est-à-dire qu'on va mettre quelqu'un, quand on veut faire élire quelqu'un, à l'opposé de lui, on va mettre quelqu'un qui est tellement non électable qu'on va évidemment voter pour la personne qu'on a désignée d'emblée. Donc, c'est en fait un simulacre d'élection pour faire croire que vous avez choisi alors qu'on n'a rien choisi. On t'a juste démontré qu'il fallait, voilà, vers quoi et il faut se pencher. Pour ce qui est de l'option, de ce que fait Macron en vue de son immunité, oui, pourquoi pas. Je pense que ça se tient absolument. En même temps, bon, il a pas non plus les casseroles, officiellement, il me semble qu'il n'a pas les casseroles qu'a traîné Sarkozy. Donc, je sais pas, peut-être qu'il a mieux ménagé. Bon, et on peut lui reprocher sa politique, mais je sais pas s'il y a quand même des véritables crimes qu'on pourrait lui reprocher qui mènerait à des poursuites judiciaires, à part bien évidemment, et je pense que ça concerne tous les dirigeants occidentaux aujourd'hui, si véritablement, dans 2, 3, 5 ans, il va y avoir un véritable procès de Nuremberg où on va justement juger les complices du génocide de Gaza. Et donc, si c'est le cas, oui, je pense qu'il y a des figures politiques occidentales qui vont passer, qui seront au tribunal. Mais ça, j'ai du mal à y croire, cela étant. Alors, concernant le système français que je connais bien, concernant cette magouille là pour convaincre les gens de voter pour le candidat du système, en fait, ce qu'ils font en réalité, c'est voir leur candidat, hein, donc c'est ce qu'on avait avec Macron qui était sur toutes les couvertures des magazines et qui passait en boucle sur les chaînes. Voilà. C'était parce que tous ces magazines ils étaient détenus par Bolloré et puis d'autres milliardaires et les chaînes, même chose, hein, donc ils ont promu Macron. Ils promeuvent aussi le candidat ou la candidate
candidates dégueu qu'il faudra ensuite rejeter plus tard. Donc, ils les promeuvent tous les deux en cassant le candidat qui est anti-système. Donc, c'était Mélenchon, par exemple, hein. Donc, ils promeuvent Macron et Le Pen. Ils cassent à longueur de journée Mélenchon. Comme ça, à la fin du premier tour, ça sera Macron contre Le Pen. Et puis, dès le lendemain du premier tour, on commence à casser Le Pen. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et les gens, comme des moutons, en tout cas les Français, dans leur majorité, pas tous, hein, il y en a qui votent vraiment pour ceux pour qui ils sont convaincus. Et c'est très bien. C'est comme ça que ça devrait être, en tout cas. Mais sinon, les autres, bah, ils se retrouvent à voter pour quelqu'un de puant comme Macron. Hein, quelqu'un de La puant seule comme chose Macron. qui me... Il en fait deux fois. Il en fait deux fois. Macron, c'est son deuxième mandat, en fait. Hein, c'est pas son troisième Oui, mandat. Mais voilà, il n'a pas le droit à un troisième mandat. Hein. Je finis juste un autre truc, Hafsa. Il y avait un autre sujet que je voulais couvrir pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais. Euh, bon, ça me reviendra. Allez, vas-y, ça me reviendra. Non, non, c'est juste pour dire que le seul point d'interrogation aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces médias, il faut savoir que ces news, BFM, etc., c'est regardé que par les plus de 60 ans aujourd'hui. Les jeunes ne regardent plus la télé, ne regardent plus ces chaînes-là. Donc, en fait, il y a une espèce de mystère autour de ce qui va se passer au 27. Je ne sais pas ce que prépare le 1%, les 1% de la classe qui dirige le monde. Mais il faut savoir aussi que maintenant, les décisions ne se font plus autour de ce qu'on voit à la télé. D'ailleurs, on a vu le shift dans l'opinion des Gen Z, de Gen X, des millennials, etc. Parce que eux ne sont plus nourris aux infos à la télé, à CNN, à BBC, etc. Ils regardent et prennent leurs infos directement à la source, à savoir très souvent les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, Telegram, etc. Donc, je pense que tout se joue. Et ces grands milliardaires n'ont pas véritablement le monopole sur ces sources d'information. Donc, ça sera très intéressant de voir comment ça va se goupiller cette fois-ci parce que les gens, ceux qui regardent ces news, etc., sont les plus de 60 ans, voire plus. Donc, ça va être intéressant, quoi. Oui, oui, c'est une bonne remarque. Après, à mon avis, ce qu'ils vont essayer de faire, les milliardaires, c'est qu'ils vont essayer d'amener ces jeunes-là à ne pas voter, à être tellement dégoûtés de la politique. Aussi. Je pense que c'est grandement le cas, à ne pas voter, et donc ils vont même pas être dans l'équation, et donc voilà, ça va être le même système qui va se reproduire. À mon avis, c'est ce qu'ils essayent de faire. Alors oui, ce que j'avais oublié tout à l'heure, c'était les crimes de Macron. Le premier, il a pas déclaré près de 3 millions de dollars ou d'euros qu'il a gagné chez Rothschild et qu'il n'a pas mis dans sa déclaration lorsqu'il était candidat à la présidentielle. Hein, donc ça s'est évaporé. À mon avis, ça va le rattraper. Et puis aussi, il y a tout un tas d'affaires. Déjà, quand il était ministre de l'économie, ils ont bradé, par exemple, Alstom, je crois que c'était Alstom ou Ouais. une autre compagnie, voilà, c'est Alstom. En tout cas, c'est un néolibéral extrémiste, hein, Macron. Il a bradé tout un tas de fleurons français, de l'industrie française. Il les a bradés à des intérêts étrangers. Et à mon avis, évidemment, il a pris une commission, évidemment, évidemment. Hein. Donc, à mon avis, tout ça, ça va ressortir. Hein, d'accord? Donc, des casseroles, c'est pas que des casseroles. Le type, il traîne des citernes derrière lui. Donc, à mon avis, il va tout faire et il va y arriver, à mon avis, pour avoir un poste à l'international et avec une immunité. Ok. Ça se tient, oui. Je pense que oui. Voilà, voilà. Mais en tout cas, des crimes, si, si, il y en a plein. Et la justice, en fait, la justice française, ce qu'elle fait toujours, et c'est ce qu'il faut faire, évidemment, c'est parce qu'elle veut pas. Elle attend que les personnes ils perdent leur immunité de président ou quoi, avant de les choper. C'est ce qu'ils ont fait avec Sarkozy et d'autres. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent pas clasher, ils veulent pas un clash entre la branche exécutive et la branche judiciaire, parce que ça peut amener à une crise grave dans le pays. Hein. Donc voilà, donc ils attendent que la personne elle perde son immunité et qu'elle perde son pouvoir politique exécutif pour aller la choper. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps, ces histoires-là. C'est normal. Déjà, il faut une enquête. Hein. Et puis c'est pour éviter le clash entre la branche judiciaire et la branche exécutive. Voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Hafsa. Non, je Moi, pense qu'on voilà. a fait le tour quand même. On a fait le tour et puis bon, c'est Oui, bon, oui, on a on a largement dépassé. dépassé l'heure, donc c'est bon. Voilà. Mais bon, voilà, il y a des choses, il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Très bien. Alors, je rappelle aux gens de s'abonner. C'est très important de vous abonner. Hein. Il y a beaucoup moins d'abonnés que de personnes qui regardent. Les- voilà,
les notifications de publication de nouvelles vidéos. Surtout qu'il est possible qu'on fasse, si jamais ça le justifie, des lives. Des lives, voilà, si ça se justifie, hein. Il y a une actualité vraiment très, en même temps dangereuse, en même temps riche. Donc, ça peut justifier qu'on fasse un live à un certain moment. Donc, voilà, pensez à vous abonner pour avoir les notifications. Et mettez des likes aussi pour promouvoir la vidéo, parce que les algorithmes de YouTube, ils vont pas promouvoir ces vidéos, d'accord? Parce qu'on parle de choses que YouTube n'aime pas trop et les élites n'aiment pas trop. Et puis, ouais, donc pensez aussi à diffuser sur les réseaux sociaux ces vidéos-là qu'on fait. Voilà, là aussi, parce que YouTube, il va pas faire la promotion de ces vidéos. Très bien, donc ben, on vous dit à la semaine prochaine. Merci Hafsa pour tes éclairages et donc on se revoit dans une semaine. Allez, au revoir.